Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief des championnats de France. Alors je sais, j'ai toujours du retard, j'ai pas débriefé la dernière étape du Dauphiné, les étapes 2, 3, 4 du Tour de Suisse. Je sais pas si j'aurai le temps de les débriefer. Grosso modo, si samedi je les ai pas débriefés, on fera une vidéo autre. Samedi ou dimanche, on fera une vidéo plus débrief de la fin du Dauphiné et du Tour de Suisse. On reviendra un petit peu sur l'état de forme des leaders à une semaine du Tour de France. Mais voilà, ça sera si j'ai le temps ou si j'ai pas le temps. Mais entendu, semaine prochaine, présentation du Tour de France. Présentation du Tour de France. Je pense qu'il y aura une vidéo où je donnerai mon avis sur le Tour de France. Dans cette vidéo avis, je sais pas si sur le parcours, je sais pas si je donnerai pas également mon avis sur la liste de départ et je vous donnerai peut-être des informations au niveau du règlement. On parlera peut-être du règlement parce que j'ai le règlement, je l'ai téléchargé, donc on parlera peut-être de ça. Il y aura une vidéo, bien entendu, présentation des grimpeurs, présentation des sprinteurs, comme d'habitude, du côté du Tour de France. Et bien entendu, à partir de samedi, samedi 7h, la présentation de la première étape. Et puis, bien entendu, samedi, dimanche, débrief du championnat de France. L'Euro qui continue également sur la chaîne. Vous pouvez retrouver les débriefs des matchs. Des matchs que j'ai le temps de regarder, c'est-à-dire qu'il y a quelques matchs que j'ai pas le temps de suivre, et pour les huitièmes et les quarts, peut-être qu'il y aura des débriefs, mais qui arriveront après les matchs, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours après, le temps que j'ai le temps de suivre ces rencontres. Bon, on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, que ce soit du côté des filles et des garçons. En fin de vidéo, on parlera également des champions nationaux dans les autres pays, ce qu'on n'avait pas fait l'année dernière. Si vous avez les moyens et que vous voulez suivre et vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également suivre mon travail en rajoutant la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et si vous voulez également soutenir mon travail, eh bien dès que vous voyez une miniature, dès que vous voyez une notification, eh bien, si vous cliquez rapidement, ça permet de mettre en avant le plus facilement la vidéo sur YouTube. On commence tout de suite avec ces championnats de France. On commence par les filles. On va commencer même par le parcours, un parcours qui n'était pas si évident que ça, ce parcours. Donc on partait vraiment à côté du Mont-Saint-Michel pour aller à Saint-Martin-de-Landelle. C'était un parcours exigeant sur la deuxième partie. Première portion qui était assez plate. Dans la deuxième partie, je ne vais pas dire que c'était des longues côtes, mais c'était des longs faux plats qui étaient usants. C'était un parcours usant, à la longue. En fait, sur la carte, ça paraissait pas très difficile. Et quand on regarde le parcours, on voit que beaucoup de filles, beaucoup de garçons ont fini quand même vraiment lessivés, notamment chez les amateurs hommes et chez les filles amateurs aussi. Mais je dirais que chez les filles, on a peut-être un peu mieux géré chez les amateurs que chez les garçons. Il y a vraiment des concurrents qui ont eu du mal à finir, des concurrents et des concurrentes qui ont eu du mal à finir ce parcours. C'était voilà, exigeant et usant, ce parcours sur la deuxième partie, parce que voilà, on était sur des longs bouts de faux plats montants avec quasiment pas de virage. Et ça, c'est très difficile mentalement dans la tête, surtout qu'on était quand même sur 35 km. Donc un parcours de championnat de France de contre-la-montre typé championnat du monde. Typé championnat du monde. Cette année, et que sur le Giro, on a eu plus long pour le moment. Donc c'était quand même un parcours difficile. Vraiment un parcours de championnat, voilà, on pourrait dire, du côté de cette épreuve. Et autant chez les filles, il n'y a pas eu forcément beaucoup de suspense, autant chez les garçons, on a eu beaucoup de suspense pour la victoire. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais oui, un parcours qui n'était pas simple. On verra, même pour les parcours de la course en ligne, ça ne sera pas si évident que ça du côté de la course en ligne. On commence avec les filles, victoire donc de Audrey Cordon-Rago. Elle a fait taire les critiques ce soir, Audrey Cordon-Rago, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques sur sa participation aux Jeux Olympiques, sur le fait qu'elle soit sélectionnée, que ce n'était pas le cas d'Evita Music. Ce n'était pas le cas également de Cédrine Carbaol. Le problème de ces Jeux Olympiques,
pour les sélectionneurs, c'est que c'est vraiment un nœud dans la tête. Là, chez les filles, il n'y avait que 3 places de disponibles. Chez les garçons, il y en a 4. Mais ça reste très compliqué en termes de sélection. On a décidé de prendre Victoire Berthaud. Elle a fait également ses preuves sur les classiques flandriennes, je trouve, Victoire Berthaud. Audrey Cordon-Rago, sur le chrono, est-ce qu'on pouvait mettre Evita Music? Oui, je pense qu'on pouvait mettre Evita Music. Je pense qu'Evita Music est en bonne condition physique. Il y avait aussi Sandrine Carbol. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'Audrey Cordon-Rago peut aller chercher une médaille sur la performance du jour, peut-être. Mais est-ce qu'on pouvait le savoir il y a encore un mois? Je ne sais pas. Mais forcément, ça a affecté Audrey Cordon-Rago. Forcément, parce que je pense que c'est pas une mauvaise personne et que c'est pas une fille qui a envie du malheur des autres. C'était pas facile à gérer également pour elle parce qu'il y a un peu le sentiment de l'imposteur. Elle est pas bête non plus, elle sait que Evita Music fait une grande saison, elle sait que Cédrine Carbol fait également une grande saison et qu'elle s'est retrouvée en porte-à-faux, ce qui n'était pas évident. Donc c'était difficile pour Audrey Cordon-Rago, surtout qu'il n'y avait pas forcément une grande performance depuis le début de saison. Et donc elle savait qu'elle était attendue aujourd'hui. Elle savait qu'elle était attendue, elle savait aussi qu'elle n'avait pas forcément le statut de favorite face à Cédrine Carbol. Et elle a répondu présente. Elle a répondu... elle a été au top, quoi. Elle a été au top aujourd'hui, avec un nouveau guidon de contre-la-montre. Alors vraiment un guidon que j'avais jamais vu, que ça soit garçon-femme réunis. C'est-à-dire qu'on connaissait le guidon, coudé. Donc guidon qui était coudé comme ça, ou coudé dans l'autre sens. On connaissait le guidon moulé, souvent avec de l'angle, voilà, d'inclinaison. Donc souvent coudé dans ce sens-là, hein, donc très haut, avec souvent un petit coude quand même pour monter très haut au niveau des prolongateurs. Et là, on est sur un guidon coudé moulé. Et sur le bout, vous aviez une sorte d'embout qui faisait une sorte de R, hein, pour le dire, une sorte de R de chaque côté. Alors, donc c'était pour mieux maintenir, je pense, le guidon, peut-être pour avoir plus de stabilité. La position d'Audrey Cordon-Rago était, je pense, pas plus basse. Je pense qu'elle était même beaucoup plus haute que d'habitude. Mais je pense qu'elle avait une position plus confortable. C'est-à-dire, avec un même coefficient de pénétration, elle avait une position plus confortable qu'avant. Parce qu'avant, elle était surtout sur des vélos très bas. Là, elle était beaucoup plus haute sur le vélo, mais avec un équipement qui, je pense, était beaucoup plus efficace pour Audrey Cordon-Rago. Et ce qui lui a permis, sur la deuxième partie de course, d'être très forte, parce que je pense qu'elle avait plus de confort, ce qui permet donc d'économiser de l'énergie, d'être mieux au niveau de la position respiratoire aussi, hein, parce que la position de contre-la-montre, c'est quand même une position qui n'est pas très top au niveau de la cage thoracique, hein, vous êtes un peu compressé au niveau de la cage thoracique. Je pense que cette deuxième partie de course où Audrey Cordon-Rago finit quand même très bien sur la deuxième partie de course, face à Cédrine Carbol notamment, c'est vraiment dû, je pense, à cette nouvelle position sur le vélo, plus haute, mais plus stable, plus en confiance, et beaucoup moins exigeante physiquement au final cette position, et avec un coefficient de pénétration dans l'air similaire, et ça a vraiment bien marché. Et donc je pense que la sélection d'Audrey Cordon-Rago, elle était prévue depuis longtemps. Donc en fait, Evita Music, elle ne paye pas sa sélection par rapport au résultat de cette année, je pense qu'elle la paye par rapport au résultat de l'année dernière, parce que vu que grosso modo des informations qu'on avait de Jackie Durand, grosso modo il disait que le guidon a été fait en collaboration entre la Fédération française et son équipementier, et donc je pense également son équipe. Donc, je pense que ça a été une collaboration à 3 et que ce type de collaboration là, tu peux pas le mettre en place en 2 mois. Voilà. Je pense que la sélection d'Audrey Cordon-Rago, elle était actée depuis bien longtemps par la fédération française. Et puis Audrey Cordon-Rago qui a rappelé qu'elle prenait sa retraite en fin de saison. Je crois qu'elle peut avec ce résultat au championnat de France, je pense qu'elle pourra partir la tête haute, Audrey Cordon-Rago. Parce que je rappelle qu'il y a 2 ans, elle avait fait un AVC.
Voilà, elle a réussi à récupérer, à retrouver l'entièreté de ses capacités et à faire un super chrono. Bravo Audrey Cordon-Rago et super performance. Super performance et surtout elle a montré sur le terrain, elle a réussi à performer sur le terrain et donc à arrêter toutes les critiques qu'on avait pu lui faire, notamment sur les réseaux sociaux, parce que ça a été quand même assez dur contre Audrey Cordon-Rago, parfois de sites qui ne suivent en plus quasiment pas le cyclisme féminin. Ça c'est toujours très drôle quand il y a certains personnages qui décident de s'intéresser au cyclisme féminin, tiens, que quand il y a des polémiques, et pas sur les autres courses de la saison. Parce que c'est vrai que c'est quand même bizarre, mais assez peu de sites parlent du Tour d'Espagne féminin, par exemple, ou même du Tour de France femmes. Et je pense que sur le Tour d'Italie, il y aura assez peu de décryptage. Moi, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, le Tour d'Italie femmes. Parce que, encore une fois, c'est pendant le Tour de France, donc c'est pas forcément évident. Mais si j'arrive à tout me goupiller, j'essaierai de parler du Tour d'Italie féminin. Deuxième, Cédrine Carbaol, 54 secondes. Je pense qu'elle est partie un peu fort, Cédrine Carbaol. Alors, elle a dit en interview, voilà, elle n'avait pas d'oreillette. Donc, elle a fait un peu un instinct, son contre-la-montre. Elle part fort. C'est pas qu'elle a eu du mal à finir, mais on sent que sur la deuxième partie de course, elle réduit la voilure. Elle réduit la voilure parce qu'elle bouge assez vite, assez tôt dans le chrono, elle bouge les épaules. Ça, c'est quand même un signe un peu de fatigue qui commence à arriver, un peu de sur-régime. Donc je pense qu'elle a compris qu'elle était un peu trop rapide en vitesse, qu'elle était un peu en sur-régime et qu'il fallait baisser un petit peu de rythme si elle voulait pouvoir finir ce contre-la-montre. Donc sur la deuxième partie de course, il n'y a pas match avec Audrey Cordon-Rago parce qu'elle réduit un peu la voilure. Sur le début de course, elle est rapide, hein, Cédrine Carbaol. Voilà, là encore, il n'y a pas grand-chose à se reprocher du côté de la Française. Elle confirme qu'elle est en forme, elle confirme qu'il faudra compter sur elle. Je ne sais pas quel sera son programme, même Cédrine Carbaol. Le Tour du Thuringe, dans 5 jours. Donc normalement, je ne sais pas si elle fait même parce que donc ça commence le 25. Si, elle aura le temps de faire la course en ligne, parce que la course en ligne, ça sera le 23, c'est ça, dimanche. Mais ça va pas être évident. Voilà, pour Cédrine Carbaol qui enchaînera tout de suite avec le Tour du Thuringe en Allemagne, qui est une course importante chez les filles, le Tour du Thuringe. Je regardais, oui, elle est en forme, hein, 6e du Tour de Catalogne. Sur la classique basque, également 14e du Tour du Pays Basque. Non, elle est là depuis le début de saison. Hein. Des résultats très solides pour la jeune femme de 23 ans. On poursuit, Marion Boras, Saint-Michel-Mavic-Aubert 93, c'est bien. Une Madeleine sur le podium. Elle a super bien fini, Marion Boras. Elle part... Je dirais pas tranquillou, bilou, mais elle part sur un tempo plus lent. Je pense qu'elle a eu une meilleure gestion de l'effort même que Carbaol, parce qu'elle a été plus régulière. Elle a fait un peu la même technique que Kevin Vauquelin, c'est essayer de ramasser les morts sur la deuxième partie de course. Ça a bien marché pour Marion Boras, parce qu'il y a le podium. Par rapport à une Maëva Skiban, il y a un moment, il y avait, je crois, 10 ou 15 secondes de retard par rapport à Maëva Skiban. Sur les intermédiaires, et on voit que Maëva Skiban elle a beaucoup de mal à finir et que Marion Boras elle a réussi à s'en sortir. Elle a dit que c'était pas facile mentalement parce que c'était un chrono qui était très très long, qu'elle était pas si bien que ça, et surtout qu'elle avait la pression de revenir sur Skiban. On lui a donné les informations par rapport au chrono de Skiban, donc elle avait un peu la pression de ce côté là. Je pense qu'il a avantagé sur la fin de course, c'est d'avoir en point de mire Célia Lemouel, sa coéquipière, qui était partie devant, mais qu'elle a rattrapé. Et ça, je pense que ça a été un réel avantage sur la deuxième partie de course, parce que quand vous avez un point de mire, mentalement, c'est quand même plus facile. Et ça lui a permis de voir que je suis rapide, j'arrive à revenir sur quelqu'un. Et je pense que ça l'a vraiment aidé
sur la dernière partie de course, Marion Boras. Donc beau podium, c'est souvent que Saint-Michel arrive à mettre une fille sur le podium de ces championnats de France. Donc il y avait eu Coralie Demey, par exemple, certaines années, qui était sur le podium, donc c'est très très bien. Quatrième, donc Maëva Skiban. Elle a donné le maximum, des bonnes jambes pour Maëva. Sauf que sur la fin, c'était un peu compliqué. Il n'y avait plus beaucoup d'énergie. Je pense que les jambes étaient un peu dures, simplement pour Maëva Skiban. C'est ce qui fait aussi la différence entre des filles comme Audrey Cordon-Arago, Carbaol, qui ont aussi de l'équipement de pointe. Arkea, il y a un peu moins de moyens pour le moment, hein. C'est pas forcément la structure qui est la plus importante. Et à un moment, ça fait des différences. C'est aussi une fille qui a que 22 ans, donc qui est encore jeune. L'année dernière, elle était au Stade Rochelet. Donc elle était vraiment chez un petit poussé, on va dire, du cyclisme. C'est une fille qui progresse, Maëva Skiban, et on va voir maintenant ce que ça va donner sur d'autres courses. Est-ce qu'elle sera sur le Tour de France Femmes? Je ne sais pas ce qui est prévu du côté de Arkea. Ça fait vraiment partie des équipes Arkea, je pense, qui vont voir d'un bon œil l'arrivée de la deuxième division l'année prochaine chez les filles. Parce que ça a été acté par l'UCI qu'il y aurait une deuxième division chez les filles. Ça va être quand même un sacré avantage pour une fille comme Maëva Skiban, pardon. Donc ça peut être très intéressant. En parlant du CI, c'est vrai que j'ai toujours une vidéo aussi en attente sur les cartons jaunes et mon avis sur cette décision de l'UCI, sur les nouvelles règles du côté de l'UCI. On poursuit du côté des filles, on continue. Marie Lenette, 5e. Surprenant du côté de la FDJ, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. On n'a pas mis des grosses équipes au départ. Alors, chez les garçons, ça a été la Bérésina. Mais de toute manière, quand tu vois l'équipe au départ, tu te dis... Il n'y avait personne d'autre qui était en capacité de faire le chrono. C'est quand même tristoun. Chez les filles, Marie Lenette, c'est pas une pure spécialiste. Donc, alors c'est une fille qui fait de la poursuite. En plus, elle est aussi sur une préparation, comme Victoire Berthaud, sur une préparation olympique. Donc forcément, au niveau des programmations de saison, c'est peut-être pas si évident que ça. Elle finit fort quand même, hein. Marie Lenette, elle finit mieux que Skiban. Mais bon, après, c'est pas une pure spécialiste du chrono. Donc forcément, j'ai envie de dire qu'elle est un petit peu à sa place, Marie Lenette, pour le moment, même si c'est une bonne rouleuse. C'est pas forcément une rouleuse contre la montre, il y a parfois des petites différences. Océane Mahé, deuxième Arkea dans le top 10 de cette course. Et puis ensuite, on a Chloé Fourmiguet qui prend la 7e place. Alors Chloé Fourmiguet, elle est dans une petite structure qui s'appelle Siniska Cycling. Donc, qui est une structure pas énorme. En termes de résultats, vous voyez, 7e des championnats de France cette année. C'est quasiment le meilleur résultat de sa carrière pour Chloé Fourmiguet. Donc plutôt intéressant. Puis ça permet à sa structure de prendre des points. De prendre des points UCI. Hein. Il y aura quand même 3 points ici aujourd'hui. Coralie Demey. Là, on est déjà loin. On est à 4 minutes 33. Donc, c'est pas facile. Et puis Pauline Alain. Et ensuite, Julie Bégaud qui complète le top 10. Pauline Alain qui est une concurrente qu'on a vue dans beaucoup d'équipes différentes. Je regardais Siniska Cycling, c'est une équipe américaine. Avec 3 Françaises donc, et une Canadienne. Pas mal de victoires aux États-Unis pour le moment. Avec Lorraine Stephens qui est encore là, putain. Ah oui, elle est encore là, Lorraine Stephens. Je pensais qu'elle avait pris sa retraite. Une fille qui était très forte à la fin des années 2010. Qu'on voyait assez souvent dans les grosses courses féminines. On poursuit, on descend un petit peu le classement. Donc Julie Bégaud, comme je disais, 10e. Pour une première participation, c'est un long chrono. Hein. Donc c'est une fille qui a 18 ans, Julie Bégaud. Donc c'était pas forcément facile. Et puis du côté du championnat de France amateur, très belle course de Baladine Tricht qui finit 12e au scratch, mais première amateur devant
Marine Mauger et Charlotte Allard dans cette catégorie. Donc voilà, top 3 de cette catégorie qui finissent quand même devant des professionnels comme Alison Awan ou encore le team Komogi Ségolène Thomas également qui finissent derrière ces 3 jeunes femmes donc qui ont été très très solides aujourd'hui. On passe à la course des garçons. La course des garçons, hop là, j'enlève la pub. Et bien là, ça a été très très serré jusqu'au bout, que ça soit pour le podium, que ça soit pour la victoire finale. Ça a été hyper indécis, avec un top 6 qui était en fait très proche, qui était au-dessus du lot, mais qui était très 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 proche. Vraiment, on a cru à certains moments que ça allait être très très difficile, extrêmement serré pour tous ces concurrents. Et puis, ouais, ça a été un très très gros match entre ces différents coureurs. Alors on commence avec la victoire de Bruno Armirail, deuxième titre de champion de France pour le Français. Est-ce que Decathlon arrivera à faire le doublé avec le titre sur la route? Ça, c'est la grande question. Bruno Armirail, il est parti fort, comme Cavagna, notamment, comme Benjamin Thomas, qui sont partis pleine bourre, qui ont peut-être sous-estimé la difficulté sur la dernière portion. Qu'aurait dû se méfier déjà parce que chez les filles on était à 40 à l'heure, donc c'est à dire que ça allait pas si vite que ça, et on voit que la dernière portion de course c'était très difficile, c'était loin d'être tout plat. Vous voyez les moyennes, hein, 48 311, 48 956 pour les deux coureurs les plus rapides. Si vous voyez le dixième, c'est 46 03, donc c'était vraiment un chrono qui n'était pas évident sur la dernière partie. Et je pense que du côté de Bruno Armirail, avec le vent de face, avec ses faux plats montants, ils ont peut-être un petit peu sous-estimé la difficulté, et ça a failli lui coûter très cher du côté de Bruno Armirail. Est-ce qu'il a forcément sa sélection assurée pour les Jeux Olympiques? Pas sûr, parce que je pense que si Thomas Voeckler a décidé d'attendre la première journée de repos, c'est qu'il y a bien une raison, c'est qu'il y a encore un chrono où il veut voir peut-être comment Kevin Vauquelin peut performer face à des concurrents de niveau World Tour. La grande question, c'est qu'un Kevin Vauquelin peut apporter dans la course en ligne. Un Bruno Armirail aura un rôle d'équipier dans la course en ligne. Après, c'est un bon équipier, Bruno Armirail. Donc ça se jouera entre les deux. Je pense pour la place du coureur qui fera le contre-la-montre et la course en ligne. La question est de savoir est-ce qu'un Armirail peut plus apporter qu'un Vauquelin sur la course en ligne. C'est là-dessus. De toute manière, on ne vise pas la médaille. Thomas Voeckler l'a bien dit et répété qu'il ne faut pas être complètement fou. On ne pourra pas aller chercher la médaille sur le contre-la-montre. Si déjà on va chercher un top 5, ça sera déjà un très bon résultat. Donc il faut surtout miser la course en ligne, et c'est là où la question va se poser entre les deux. Donc Kevin Vauquelin, deuxième derrière Bruno Armirail. Il va être déçu, hein. Il est déçu, Kevin Vauquelin. Pas grand chose à se reprocher, hein. Il fait le chrono parfait. Moi, c'était mon favori pour ce chrono des championnats de France. Parce que pour moi, il est vraiment sur un super niveau sur le chrono. Je me disais Armirail. Il a beaucoup travaillé sur le vélo. Je ne savais pas s'il allait être si fort que ça. Même s'il avait fait un bon chrono sur le Dauphiné, je me disais face à Vauquelin, ça n'a peut-être pas forcément été évident. Il a réussi à être performant, Bruno Armirail, et Kevin Vauquelin, c'est pas loin quand même, hein. C'est pas loin du tout. 3 secondes, c'est que dalle. L'année prochaine, ces 3 secondes, elles seront peut-être dans l'autre sens. Ça nous a apporté du spectacle. Je crois qu'on a rarement eu autant de suspense dans un championnat de France de contre-la-montre. Avec cette belle victoire de Bruno Armirail et Kevin Vauquelin, il n'y aura pas beaucoup de regrets à avoir. Il confirme qu'il a des grandes qualités sur le contre-la-montre, et qu'en France, ça va certainement devenir un des coureurs dangereux dans cette spécialité. On retrouve ensuite Guernalec, qui garde sa 3e place pour 1 seconde par rapport à Rémi Cavagna. C'est l'intérêt des championnats de France, et de pouvoir mettre en lumière certains coureurs qu'on ne voit pas forcément toute l'année, ou qui ont un rôle de l'ombre parfois,
pour aider des leaders. Garnalet qui fait un bon boulot pour emmener les sprints du côté de Arkea. C'est souvent un coureur qui est utilisé vers 5 km de l'arrivée pour commencer à mettre le train en place du côté de la Arkea. Là aujourd'hui, il fait un bon résultat. Je pense pas qu'il s'attendait à être aussi bien. Et je pense pas qu'il s'attendait à être sur le podium. Surtout. Thibaut Garnalet, mais il fait une super course. Voilà, il a été très régulier sur son chrono. Comme Vauquelin, je pense que chez Arkea, on avait la bonne stratégie. C'est un courant en plus qui est en fin de contrat. Hein. Donc ça va permettre de se montrer pour son équipe et également pour d'autres structures. Vous voyez, c'est toujours un coureur qui a un rôle d'équipier, donc c'est jamais vraiment facile pour lui. Coureur, je ne sais pas s'il fera le Tour de France ou s'il fera une autre épreuve. S'il fera la Vuelta, Thibaut Garnalet, il a montré à ses managers qu'il était en forme et qu'il avait de bonnes conditions physiques et qu'il était capable de faire du bon travail pour emmener un sprinter. Rémi Cavagna, 4e. Pas vraiment Je dirais que c'est un peu un résumé de sa saison, quoi. C'est compliqué, hein. C'est poussif, Rémi Cavagna, cette année. Changement de structure, changement de vélo de chrono. Pour l'instant, il a du mal à s'y faire. En parlant de changement de structure, il m'a quand même fait un peu rire, Rémi Cavagna. C'est-à-dire qu'il dit j'arrive pas à m'en sortir chez Movistar. En plus, il parle qu'espagnol en course, donc c'est pas l'idéal. Mais tu t'attendais à quoi, Coco, chez Movistar? Enfin, le nombre de fois où j'ai critiqué ça dans mes présentations d'équipe cycliste, t'aurais dû regarder mes présentations d'équipe cycliste, Rémi, où je critique ce côté hispano-centré de cette structure en disant le staff est quasiment qu'espagnol, c'est vrai que 80% de l'équipe c'est des Espagnols ou des Colombiens. Il dit à chaque fois c'est quand même très hispano-centré et les coureurs étrangers ont rarement eu des bonnes perfs chez Movistar. C'est pas toujours facile de s'y intégrer. En fait, à part Jorgensen, Jorgensen il avait déjà appris le français chez Chambéry, donc c'était peut-être un peu plus facile pour lui d'apprendre une autre langue étrangère. Rémi Cavagna, quand tu vas chez Movistar, tu apprends l'espagnol. Enfin, tu es obligé. Movistar, ça marche comme la Total Energy. Hein. Enfin, c'est une équipe qui est restée bloquée dans les années 2000. Dans les années 2000, regardez les vidéos, je ne sais pas si ça se trouve encore sur les internets, mais les vidéos de Philippe Lafont sur les coulisses des équipes. Parce que bon, la série Netflix en fait n'a rien inventé. Hein. Philippe Lafont a fait ça pendant 20 ans. 20 ans avant ou 25 ans avant, et vous aviez les images de Philippe Lafont. Dans beaucoup d'équipes françaises, on ne parlait que français. C'est-à-dire les coureurs étrangers devaient parler français. Sinon, ils ne comprenaient pas grand-chose. Tourusoft, il maîtrisait le français, enfin il maîtrisait un minimum le français, parce qu'il roulait chez Crédit Agricole. Et chez Crédit Agricole, on ne parlait pas forcément étranger. Il y avait aussi un néo-zélandais. C'était... je ne sais plus comment il s'appelait, le coureur néo-zélandais qui était le poisson pilote de Tourusoft à une époque au Crédit Agricole, qui parlait aussi un petit peu français. Et comme dans certaines structures, tu parlais espagnol. Chez Euskaltel, tu parlais qu'espagnol. Hein. Tu parlais pas anglais chez Euskaltel. C'est arrivé tardivement, dans certaines structures. Bon, chez Sky, on parlait anglais parce qu'on était une équipe anglaise, mais il y a certaines structures où les équipes françaises, pendant très longtemps, si tu parlais pas un minimum le français, c'était compliqué. Voilà, parce qu'on avait des staffs qui étaient très francophones et je ne sais pas si vous vous souvenez des premières vidéos de l'équipe Total Energy quand vous avez Peter Sagan qui arrive dans l'équipe, les premiers briefings filmés dans les petites vidéos YouTube. Je vous invite à les regarder parce que c'est vrai que je trouvais que j'avais pas un bon niveau d'anglais. Je crois que j'étais pas le seul en France à pas avoir un niveau exceptionnel en anglais. Parce que ouais, c'est très difficile quoi. Hein. C'est une sorte de franglais un peu mélangé. C'est compliqué. Mais voilà, Movistar marche comme Total Energy, hein, on va dire dans l'idée. Donc c'est des équipes qui sont restées un petit peu bloquées et qui pensent que qui sont restés hispano-centrés. Donc, mais c'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'on le voit sur le Tour du Pays Basque, quand vous avez les caméras à l'intérieur des voitures, tu vois bien que les mecs qui parlent qu'espagnol. Donc Rémi Cavagna, il aurait dû le savoir. Enfin, si moi je le sais,
Je pense que dans les coulisses, ça se savait. Donc s'il ne maîtrisait pas un mot d'espagnol, bah, fallait travailler pendant l'hiver. Fallait pas travailler que son coup de pédale, fallait travailler également avec le dictionnaire. Mais voilà, c'est un peu stupide de dire mes problèmes, c'est dû au fait que j'arrive pas à parler espagnol. Bah, pourquoi tu t'es pas mis à l'espagnol? Enfin, sinon, fallait pas aller chez Movistar. Tu sais, il y avait d'autres structures, je pense, qui auraient eu un intérêt à accueillir Rémi Cavagna, des structures françaises. Je pense que tu as été chez Movistar parce que Movistar peut-être te propose un gros chèque. Bon, bah voilà, après tu as des problèmes, c'est à toi de les régler, hein, tout simplement. C'est quand même dommage aussi de changer de structure l'année des Jeux Olympiques, quoi. C'était peut-être pas forcément l'idée du siècle. Enfin, on voit avec Bruno Armirail que si, ça lui a fait du bien, mais bon, il faut être sûr de son coup dans ce genre de situation. Bon, Pierre Latour, 5e. Bah, du Pierre Latour, hein. Moi, ce qui m'étonne toujours avec Pierre Latour, c'est que c'est quand même un coureur qui était expert du contre-la-montre, qui était vraiment très fort. Je trouve que c'est un coureur qui a régressé dans le domaine. Or, bon, être bon sur le contre-la-montre, ça ne demande pas de frotter sur un vélo. Alors oui, il faut être bon quand même dans ses trajectoires, parce que plus vous êtes bon dans les trajectoires, plus vous arrivez à conserver de la vitesse. Mais ça ne demande pas de frotter sur un vélo. Rarement sur les contre-la-montre, on a d'énormes descentes. C'est aussi le problème de Pierre Latour. Donc j'ai du mal à comprendre comment Pierre Latour a perdu autant de niveau. C'est quand même un mec qui est double champion de France du chrono. Alors certes, à une époque où il y avait un peu moins d'opposition. Mais là, je me dis, bon, 5e, il était déjà, je crois, 5 ou 6 l'année dernière. Je suis toujours un petit peu déçu dans ce genre de choses. Et puis Benjamin Thomas, pas un pur spécialiste du chrono. Pour moi, Benjamin Thomas, c'est un peu comme Marie Lenette. C'est, oui, des concurrents qui se démerdent parce qu'ils font de la piste, mais ce ne sont pas des purs concurrents de contre-la-montre. Donc pour moi, il est à sa place. Surtout que je pense qu'encore une fois, il est aussi sur une préparation qui est plus axée Jeux Olympiques et qu'en plus, il avait fait le Giro. Donc Benjamin Thomas, et il n'avait pas couru depuis le Giro. On va vérifier ça, hein, mais je pense qu'il n'avait pas couru, Benjamin Thomas. Oui, voilà, donc depuis son abandon sur le Giro, donc ça faisait quasiment un mois sans courir. Donc forcément, c'était une remise en route qui n'était pas forcément évidente pour le coureur français. Samuel Leroux, 7e, qui confirme, hein, le coureur de Van Rysel-Roubaix, belle perf du coureur de Van Rysel-Roubaix. Et puis très grosse performance de Mathias Ribeiro da Cruz, double champion de France, amateur désormais du contre-la-montre. Mathias Ribeiro da Cruz est surtout un énorme top 10 et il est qu'à 2 secondes de Samuel Leroux. Il est à 13 de Benjamin Thomas, à 23 secondes de... Non, c'est très très performant ce qu'il a fait, hein, Mathias Ribeiro da Cruz. Je suis même surpris qu'il ne soit pas chez les professionnels, lui, parce que vu ce qu'il avait fait déjà l'année dernière sur le chrono, où je l'avais trouvé très impressionnant, je suis assez surpris qu'on ne l'a même pas vu stagiaire dans une formation. Il semblerait qu'il fasse des études d'ingénieur. Donc, mais bon, à une époque, il y avait des concurrents qui arrivaient à faire leurs études et à être quand même recrutés dans des équipes. C'est pas comme si Romain Bardet, ses études de management, il les a fait en étant coureur cycliste. Donc, je pense que voilà, il y a des coureurs, il y a des équipes qui auraient pu un petit peu tenter le coup. L'année dernière, il était 10e déjà, hein, si je m'en souvenais de son nom. Il était aussi à l'intérieur des professionnels. Il avait déjà battu Corentin Hermenot, alors qu'avait eu du mal sur la fin de parcours Corentin Hermenot, mais là il a réussi à être très impressionnant. On descend. Aurélien Paré-Peintre au 9e, devant Baptiste Gillet, le coureur de la Conti, BNB Hotel. On retrouve ensuite Enzo Palini, Thibaut Gruel. On s'attendait pas à grand chose du côté de la Groupama FDJ, mais quand même ne pas voir un Groupama FDJ dans le top 10 d'un championnat de France pour une équipe qui normalement fait sa priorité, ça veut dire que peut-être que les temps changent du côté de la Groupama FDJ. C'est vrai qu'il n'y avait ni Romain Grégoire ni Lenny Martinez notamment sur ce contre-la-montre. Corentin Hermenot, donc deuxième amateur, finit 15e, juste devant Oscar Nilsson. Qui a eu du mal à finir comme Maximilian Kosswey, qui a souffert ce coureur vraiment sur la fin. Ça a été dur, hein. Donc c'est des coureurs qui étaient contents que le chrono se termine pour ces concurrents là. Puis je descends un petit peu. Thomas Denis donc 22, Théo Delacroix 21e.
Quentin Béza de Philippe Wagner qui finit à 24. J'avais bien vu un maillot Philippe Wagner dans ce chrono. Puis là, je descends, voilà. On voit Alexandre Léoté, tiens, qui finit à 8 minutes 37, le concurrent d'e-sport qu'on verra aux Jeux Paralympiques. J'ai oublié Heidi Gauguin également. Elle était où, Heidi Gauguin? Tiens, Cindy Pomarès, 31e. Je vais retrouver Cindy. Ce qui m'ont marqué. Alors, il y avait Alison Awan. Heidi Gauguin, voilà, qui prend quand même une belle 24e place. Devant Cindy Pomarès, qui est chez Dolce Chini Aoshi. Pour le moment, Cindy Pomarès, voilà, qui est une coureuse française. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle avait parlé un petit peu dans la presse quand elle avait perdu son équipe et qu'elle avait tout fait pour retrouver un statut de cycliste professionnel et qu'elle avait vraiment galéré. On passe aux différents champions nationaux et championnes nationales. On va faire le point. On commence avec l'Italie chez les filles. Victoire de Victoria Guazzini, nouveau titre, devant Longo Borghini et Elena Pironnet. C'est bien pour Guazzini parce que Longo Borghini c'est quand même pas une peintre, donc s'imposer face à elle c'est du costaud. Réjeanne Marcus qui conserve également son titre du côté des Pays-Bas. Demi Vollering 3e à 1 minute 15 et Lieke Nijssen finit à 25 secondes. Lotte Kopecky, elle s'impose chez les filles en Belgique devant Marthe Gossen et Marion Norbert-Ribérol, ancienne concurrente française qui a décidé de prendre la nationalité belge, notamment du côté du cyclocross, et qui est dans l'équipe Phoenix de Koninck Development. Je savais pas qu'elle faisait de la route, Marion Norbert-Ribérol. Je pensais qu'elle faisait que du cyclocross. Cette année notamment, elle a pris une 2e place, voilà, ici. Je ne donnerai pas le nom de cette course. Et 3e, voilà, de ces championnats de Belgique du chrono. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Elle avait couru avec l'équipe Phoenix de Koninck, notamment sur le Tour de Bretagne, où elle avait pris une 9e place. Donc voilà, c'est une fille qui est entre l'équipe de développement et l'équipe 1 dans cette structure. La Grande-Bretagne, donc Anna Anderson, pas de surprise devant Claire Steele et Eleanor Baker. Colombie et Australie, donc ça c'était déjà auparavant. On a Catherine Alrund du côté de la Norvège, et puis du côté de la Suisse, c'est Elena Hartmann. Il n'y avait pas... J'ai oublié son nom du côté de la Suisse, je vais le retrouver assez vite, j'espère. Il n'y avait pas Marlène Reusser, voilà, au départ. Donc, ce qui a permis à cette concurrente d'avoir un petit peu plus de facilité pour s'imposer. Puis une autre Kopecky s'est imposée, mais là c'est en République tchèque. C'est un nom assez commun en République tchèque. C'est même Kopečky, normalement, je crois qu'on doit prononcer. Avec Julia, de son prénom, qui s'est imposée. Je crois que c'est la sœur de Mathias Kopečky qui court chez Novo Nordisk, voilà, qui est intéressant chez Novo Nordisk. On l'a vu notamment sur les manches de Coupe de France. Il est même classé dans le top 10, je crois encore, des manches de Coupe de France. On passe tout de suite à l'épreuve masculine, enfin au champion masculin. Pardon. Hop. Chez les garçons, en Italie, Filippo Ganna s'impose devant Edoardo Affini, Filippo Baroncini, 25 secondes je crois entre Ganna et Affini, donc plutôt une victoire, je dirais, avec pas mal de marge. Du côté des Pays-Bas, ça a été plus serré, avec le premier titre pour Dan Houle sur le contre-la-montre face à Mick Van Dijk et George Bax. Les Van Dijk qui progressent, hein, on l'a vu depuis Paris-Roubaix, ça marche fort du côté des Van Dijk. Premier titre en Belgique pour Tim Wellens sur un parcours de 38 km qui s'impose pour 9 secondes devant Alec Segart, qui avait déjà fait 2e derrière Remco Evenepoel, mais c'était sur la route. Donc là, il fait, enfin sur l'épreuve en ligne, là il fait sur le chrono. Puis Rune Erogot qui prend la 3e place.
Du côté de la Grande-Bretagne, c'est Joshua Tarling qui a mis une peignée à Max Walker. Je crois qu'il y avait 1 minute 15, donc il n'y a vraiment pas eu match. Ethan Vermeulen 3e. En Colombie, c'était Daniel Felipe Martinez. Du côté de l'Australie, Luke Plapp. Ça, c'était déjà joué. Vareskjold, je crois que ça a été serré en Norvège. Je sais plus si ça s'est pas joué pour une petite seconde. Entre Vareskjold et Tobias Sos. Ça a été hyper serré. Leknesund prend la 3e place à 51 secondes. Bon, Leknesund, c'est le seul chrono qu'il a réussi depuis des années. Parce que je rappelle qu'Andreas Leknesund a une particularité, c'est qu'il était champion 3e des championnats d'Europe Espoir, je crois, sur le chrono. Puis bon, ensuite, il a complètement perdu son niveau dans ce domaine. Masejjuk s'impose en Pologne devant Kamil Gradek. En Slovaquie, c'est Lukas Ubis. En Suisse, nouveau titre de Stefan Kung, c'est son 6e. Avec là aussi une marge sur Bissegger et Jan Christen. Je crois qu'il y avait plus de 25 secondes aussi. Oui, il y avait une 0,7. Voilà, il y avait aussi un gros écart du côté de la Suisse. Logan Curry pour la Nouvelle-Zélande. Ryan Gibbons pour l'Afrique du Sud. Gruzlev du côté du Kazakhstan. Ren Taramae, nouveau titre pour Ren Taramae. Ça doit être au moins le... Ouais, Ren Taramae, ça doit être le 10e, non? C'est pas un truc comme ça de champion national? C'est le 8e. J'étais pas loin. Titre de champion national. Ça doit être sa première victoire même depuis l'année dernière. Oui, voilà, depuis son titre de champion de contre-la-montre. Hein, donc, c'est un peu la dernière course qu'il arrive à remporter encore. Reine de Taramae, Carapaz, donc c'était en Équateur. Mais ça, c'était déjà joué. Kratz et Greniv en Lettonie et en Ukraine. C'est là où on voit qu'il n'y a plus beaucoup de coureurs en Ukraine. Hein. Aussi, c'est quand même un pays qui a disparu un petit peu du côté du cyclisme. Pas de Marc Padoun, hein, par exemple, du côté de l'Ukraine. La Suède, c'est Söderqvist qui s'impose devant Tobias Ludvigsson. Söderqvist qui est chez Tudor, si je ne me trompe. Non, il est chez Lidl Trek Future. Non, j'ai confondu avec un autre Suédois qui est chez Tudor. Je me suis trompé de Suédois. C'est bien, même pour un coureur de la Lidl Trek Future. Et puis là, je vais descendre. En Hongrie, c'est Barnabas Pik qui a battu Attila Walter. C'était Attila Walter qui avait eu le titre l'année dernière. Donc il a réussi à le battre. Coureur qui était chez Polti Cometa, enfin chez Eolo Cometa et qui est désormais chez Adria Mobile. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour des championnats nationaux les plus importants. Bien entendu, on fera la même chose dimanche lors de la course masculine. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!